Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 30. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio, en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand événement de ma vie personnelle, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul, donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 30e épisode. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter bon courage à tous. Chaque semaine, on croise les doigts pour que tout s'arrange. La situation est compliquée dans beaucoup de pays, mais on essaie de vivre avec, on essaie de réaliser nos projets dans la mesure du possible. Vu que les confinements ou les quarantaines vont durer encore un moment et qu'on ne sait pas combien de temps, on tente de continuer notre vie quotidienne. Sans être pessimiste, je pense que dans les années à venir, il faudra savoir s'adapter à de grands changements inattendus, savoir accepter les difficultés et être armé pour les surmonter. La vie est comme un cours d'eau, il faut savoir se laisser emporter par le courant et sur le chemin, on va rencontrer des obstacles comme des rapides, des cascades, des rochers, mais aussi des moments de tranquillité. La situation est comme elle est. Soit on l'accepte et on apprend dans la douleur, soit on n'accepte rien et on essaie de nager à contre-courant et on se fatigue encore plus. La douleur fait partie de la vie. On ne peut pas avoir une vie entière faite que de 100% de bonheur. C'est impossible. Le corps humain et le cerveau deviennent plus forts grâce à la douleur. Ce sont des systèmes antifragiles. Ça veut dire que plus ils sont soumis à la douleur et aux efforts, plus ils deviennent résistants. Apprendre à parler une langue se fait aussi comme ça. Face à la difficulté, le cerveau va construire des schémas, des connexions neuronales pour que la fois suivante, la tâche soit de plus en plus facile. Même chose pour faire grossir un muscle, vous avez besoin de le soumettre à la douleur pour qu'il soit reconstruit encore plus gros, encore plus fort. Donc ce que je ressens, c'est que dans les années à venir, on va devoir être capable de réagir rapidement, de passer à l'action et d'apprendre en chemin avec les outils de plus en plus performants qu'on a. Savoir apprendre tout le temps, savoir se former, parce que les choses évoluent très vite, il faut jamais arrêter d'apprendre. Savoir accepter le changement, ceux qui voudront absolument 100% de bonheur n'apprendront pas grâce à la douleur. Donc la pandémie fait partie de notre vie quotidienne, à nous de voir ce qu'on peut en apprendre, les bénéfices qu'on peut en tirer, comment je m'adapte, comment je continue dans la vie, qu'est-ce que j'en apprends. Et c'est ce que j'ai décidé de faire dans ma vie personnelle. J'ai décidé de passer chaque jour à l'action et d'en apprendre de plus en plus, peu importe s'il y a des erreurs, de la douleur, des moments difficiles, ils font partie de mon quotidien. Et plus j'apprends dans cette douleur, plus je serai fort, plus ma zone de confort sera grande et plus je serai heureux. Heureux tout en acceptant les difficultés du chemin. Donc en octobre dernier, j'ai décidé de demander ma copine mexicaine en mariage. Elle s'appelle Glenn et je vais vous raconter comment ça s'est passé dans cet épisode puisqu'on est mariés depuis dimanche dernier. Wouhou! Vous allez aussi apprendre plein de vocabulaire lié au mariage. Alors c'est parti. Ma femme et moi, on s'est connus à Guadalajara en octobre 2019. 2 mois après, on est partis ensemble en France pendant 1 mois. En fait, avant de me rencontrer, elle avait déjà prévu un voyage de 3 mois en Europe, plus précisément en Italie, en France et ensuite en Espagne. Elle voulait partir à la fin du mois de décembre après Noël. Quand j'ai vu que ça se passait très bien entre nous, je lui ai proposé qu'on fasse un bout de son voyage ensemble. J'allais la rejoindre en France après qu'elle ait voyagé 1 mois toute seule en Italie. Elle tenait à voyager seule pour se retrouver un peu, donc j'ai décidé de lui laisser le temps pour elle avant de la rejoindre en France. Je suis allé en France quelques jours avant qu'elle y arrive, pendant qu'elle était en Italie, et je l'ai retrouvée à Paris. Ensuite, on a fait le demi-tour de France. Le demi parce qu'on n'avait que 15 jours et c'était en hiver, donc on a décidé de faire la partie ouest du pays, de Paris jusqu'à ma ville natale, Arcachon.
C'est-à-dire Paris, ensuite le Mont-Saint-Michel, puis Rennes, Nantes, Bordeaux et enfin le bassin d'Arcachon. On a eu beau temps et c'était juste après les blocages des Gilets jaunes. Donc c'était vraiment un voyage très sympa et ma femme a adoré la France. Elle avait un guide local avec elle, moi, donc je lui ai fait découvrir des coins sympas et mes parents lui ont fait goûter toute la gastronomie française. Pain, chocolatine, fromage, vin, foie gras, etc. Quand on était à Paris, je lui ai proposé de devenir mi novia quand on était sur un bateau-mouche sur la Seine devant la tour Eiffel illuminée. J'ai attendu qu'elle scintille pour lui demander. En France, ça se fait pas trop, mais en Amérique latine, on demande à notre petite amie de devenir notre novia pour officialiser notre relation. En France, ça reviendrait à demander « Est-ce que tu veux être en couple avec moi ?» On devait aller en Espagne ensuite, mais on a manqué de budget et on a commencé à entendre parler de ce virus. On a donc décidé de rentrer au Mexique. Et on est arrivé 15 jours avant que la quarantaine commence en France. Donc on a eu du bol. Avoir du bol, ça veut dire avoir de la chance. Donc en fait, on est passé après les gilets jaunes et avant la quarantaine. Ensuite, on est parti à Guadalajara. Elle devait reprendre son travail, mais à cause de la pandémie, son entreprise a dû fermer. On a vécu à Guadalajara quelques mois. Elle a cherché du travail, mais à cause de la situation économique qui se dégradait, c'était impossible. On a donc choisi de rentrer temporairement chez ses parents, le temps que la pandémie passe. Bon, on y est toujours en fait. Je suis retourné en France tout seul fin septembre pour mon visa et pour aller chercher des documents. En fait, j'ai fait semblant de lui proposer un Pax français, donc mon aller-retour en France était justifié. Mais j'avais en tête de faire ma demande en mariage pour nos 12 mois, pour nos 1 an. Oui, les Français disent nos 1 an, alors qu'on devrait dire notre 1 an puisque c'est singulier. Je suis entré au Mexique un jour avant nos 12 mois et je l'ai invité au restaurant le lendemain pour l'occasion. J'avais déjà fait tous mes papiers en France et j'avais aussi acheté la bague de fiançailles. Bref, j'étais prêt. Comme disent les Français, comme disent les jeunes Français, j'étais chaud. J'ai donc fait ma demande au restaurant. Glenn n'aime pas trop les choses extravagantes, donc j'ai fait quelque chose de simple. Un repas dans ce restaurant qu'on aime, avec une belle vue et la demande avec la bague. Elle a accepté et je lui ai dit qu'il serait bien qu'on le fasse en janvier. Donc ça nous laissait environ 3 mois pour tout préparer. On est allé à la mairie de la ville où on habite pour voir la liste des documents qu'on devait fournir. Étant étranger, c'est un peu différent pour moi. J'ai eu besoin de faire traduire et apostiller mon acte de naissance. En fait, je l'ai fait traduire en France par une traductrice assermentée. Et ensuite, je l'ai fait apostiller par la cour d'appel de Bordeaux, par l'État français en clair. Mais ici, j'ai eu besoin de faire traduire cet acte de naissance par un expert mexicain, alors que théoriquement, il y a une convention entre les pays qui autorise que la traduction soit faite par un professionnel assermenté, même s'il est français. Bref, c'est pas clair si on n'est pas expert dans le domaine. On est allé voir la seule traductrice de la ville, et en fait, elle ne sait pas vraiment faire son travail. Par exemple, après des difficultés pour la contacter, après quelques jours d'attente, elle nous a demandé de venir à son cabinet pour récupérer le document, et en arrivant, elle s'est aperçue qu'elle avait perdu dans son ordinateur. Donc je lui ai dit qu'on irait voir quelqu'un d'autre, elle m'a remboursé et j'ai contacté un autre traducteur dans une grande ville à côté. Il m'a pris le double, ça veut dire qu'il m'a facturé le double de l'autre, mais le travail a été fait en 2 jours et avec un grand professionnalisme. Il m'a envoyé les documents par DHL et je les ai reçus vraiment très rapidement chez moi. Bref, j'ai réussi à avoir mon acte de naissance traduit et apostillé comme le registre civil le voulait. Ici au Mexique, il y a un système de feu tricolore pour la pandémie. Chaque État mexicain est dans une couleur d'alerte, soit le vert, soit le jaune, soit l'orange, soit le rouge. Et par exemple, l'État de Jalisco est orange depuis longtemps, mais les autorités peuvent décider de faire passer une ville ou plusieurs en rouge pendant quelques jours pour diminuer les contaminations. On avait prévu le mariage le 23 janvier et fin décembre, on a appris que notre ville passait en alerte rouge jusqu'au 31 janvier. Donc on y est encore en ce moment. Et durant cette couleur rouge, les fêtes sont interdites et les mariages civils sont annulés. Oui, parce qu'on a voulu se marier au civil. Glenn et moi, on se considère comme athées, même si j'ai fait du catéchisme étant petit, et même si elle a fait sa communion. Et même si on adore visiter les belles églises pour contempler leur beauté. Je trouve que c'est un endroit qui inspire la paix et le respect, et où on se sent bien. Bref, on a dû repousser notre mariage au 20 février.
Le seul problème, c'est que le registre civil nous a dit qu'à cause des accumulations de reports liés à la pandémie, les mariages civils seraient possibles qu'à partir du mois d'août. On ne pouvait pas attendre jusque-là, donc on a décidé de trouver une ruse et de se marier dans un tout petit village qui n'aurait pas de saturation de mariage liée à la pandémie. On a téléphoné au village de naissance de mon beau-frère, le petit ami de la sœur de Glenn. Ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème alors qu'on était un peu désespérés. Du coup, on a décidé de faire le mariage à la mairie le plus tôt possible, avant que d'autres problèmes liés à la pandémie arrivent, et de fêter le mariage le 20 février, après que l'alerte rouge soit passée, donc la mairie et la fête de façon séparée. Donc on a réussi à trouver une solution, on a réussi à s'adapter à la situation. On a acheté les bagues et on a pu réunir tous les papiers la semaine dernière, et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire un podcast d'ailleurs. On y est allé ce week-end et on s'est marié dimanche dernier. Tout s'est bien passé, donc tout est bien qui finit bien. C'est une expression française pour dire que ça aurait pu mal se terminer. Bon, il reste plus qu'à croiser les doigts pour la fête du 20 février. Mes parents et ma sœur doivent venir depuis la France et peut-être que la situation va se compliquer en France, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il y aura un autre confinement, mais bon, on verra bien. Voilà, c'est tout pour l'histoire de mon mariage. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!